situation à l'est du pays avec la fin de la tournée de Vital Kamerhe, la tournée baptisée Amani. Vital et l'INC disent réserver la primaire au chef de l'État. La primaire au chef de l'État, mais déjà, quelle nouvelle recette pour cette crise sécuritaire qui date de plus de 25 ans aujourd'hui? D'abord, la proposition de l'INC, c'est de pouvoir renouer les dialogues, mais il ajoute les dialogues francs avec Kigali et Kampala. La question aujourd'hui est celle de savoir, depuis ces dialogues sous Musée Laurent Désiré Kabila et Kabila fils, lui-même, Vital Kamerhe, a participé dans plusieurs négociations et dialogues entre ces trois capitales, Kinshasa, Kampala et Kigali. Ces dialogues n'ont jamais été francs et si ils ne l'ont jamais été, qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, avec ce qu'ils proposent, en disant qu'un dialogue franc, il en sera réellement? Ça, c'est la question. Est-ce que les prétentions des uns et des autres ont changé? Est-ce que les lignes ont certainement bougé? Est-ce que les agendas des uns et des autres changent? Dialogue franc, oui, mais avec qui finalement? Les mêmes acteurs, dans les mêmes contextes. Est-ce que c'est une proposition réaliste, inopportune ou encore populiste? On en parle tout à l'heure. Mais vous le savez déjà, quand ceux qui sont proches de Vital Kamerhe disaient que la base n'était plus d'accord pour l'INC de pouvoir appuyer un deuxième mandat pour le président. C'est vraiment une tournée qui a créé beaucoup de fissures au sein de l'Union sacrée. Mais au sein de l'Union sacrée, il n'y a pas que l'Union pour la nation congolaise de Vital, mais il y a aussi un autre parti qui est ensemble de Moïse Katumbi, qui pose aussi problème. Vous avez suivi le secrétaire général de l'UDPS sur Top Congo ce matin. Il ne s'expliquait pas le fait que le parti de Katumbi puisse bénéficier des avantages de l'Union sacrée et du gouvernement, mais en même temps, ces partis tirent sur l'action gouvernementale. Alors, il demande tout simplement à Moïse Katumbi et à son parti de pouvoir quitter l'Union sacrée, et Abolingue Tengue, secrétaire général de du parti de Moïse, de répliquer: si vous pensez que nous ne sommes plus avec vous, alors chassez-nous. Nous n'allons pas quitter, nous vous demandons de nous chasser. Donc, deux alliés déjà de Tshisekedi, pas de moindre, Vital Kamerhe et Moïse Katumbi, qui commencent à poser problème au sein de l'Union sacrée et peut-être au sein de l'ensemble du gouvernement. On en parle tout à l'heure. Certainement, sur revenir sur ces messages exclusivement réservés au chef de l'État par Vital Kamerhe. Précop 27, fini les travaux, rideau pour ses assises. On tire les chapeaux pour F. Bazaïba, Samalou Kondé et le président de la République. Alors, la moisson, elle n'a peut-être pas été abondante. Il était également temps de faire les points sur les travaux qui ont été amorcés bien avant, des engagements qui n'ont pas été respectés de la part des partenaires. Ces négociations climatiques, c'est en prélude de ces assises qui vont se tenir en Égypte sur les climats. Justement, concernant ce climat, la position de Kinshasa est claire face à la demande de Washington. Le président de la République ne voit pas, en tout cas, pourquoi on ne devait pas lancer cet appel d'offres. Les États-Unis ont voulu imposer leur veto sur certains blocs gaziers et pétroliers. Et Félix Tshisekedi a dit niet, l'appel d'offres doit demeurer. La position ferme de Kinshasa. Walter, bonjour. Bonjour Serge Kabongo. Bienvenue à vous. Merci beaucoup et bonjour aux téléspectateurs de CCTV et aux auditeurs de Radio Liberté Kinshasa. On est largement revenu avec vous sur les réseaux sociaux en commentant cette actualité en Ouganda. Ces esquisses inédites, une première pour le président Yoweri Kaguta Museveni, à son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta, et au peuple kenyan, sur les tweets récemment de son fils, le désormais ancien chef de l'armée de terre de l'Ouganda. Oui, excuse, mais il pouvait bien demander à son fils de retirer son tweet, qui est encore sur Internet jusqu'à ce jour. C'est un grand homme, c'est pas un enfant à qui on dit, pour lequel on devrait demander des excuses. C'est un dignitaire, c'est un dignitaire. Hein? C'est un dignitaire. Il pouvait l'appeler et lui dire, excuse-toi et retire le tweet, mais il ne l'a pas fait.
il lui retire le commandement de l'armée des terres, mais il lui ajoute une autre étoile. Il devient désormais général 4 étoiles de l'armée ougandaise. C'est en quelque sorte qu'il est en train de le préparer pour occuper des fonctions un peu plus hautes que celles qu'il occupait jusqu'alors. Je pense que c'est trop hypocrite, les relations entre le président ougandais et surtout notre cas, la République démocratique du Congo. Le Kenya était d'ailleurs réagi promptement en déployant les forces armées le long de sa frontière avec l'Ouganda. Mais ce n'était pas le cas pour nous. Il a en quelque sorte parlé avec il a sermonné plutôt une délégation que le président de la République avait envoyée en son temps, dépêchée délégation qui avait été conduite par M. Guissaro. Guissaro, oui. Et on a vu toutes les déclarations contre nos forces armées, tout ce qu'il a dit de ses rapports avec le Rwanda. Mais ici, à l'interne, personne ne parlait. Personne des animateurs des institutions de la République des Il a même dit, il a répondu à Mbosso en disant que si Mbosso est là comme président de l'Assemblée nationale, c'est parce que l'armée ougandaise assure la sécurité du Congo. Voilà. Personne, ni le porte-parole du gouvernement, ni le ministre des Affaires étrangères n'ont dit un mot. Pourquoi? Sommes-nous faibles? Sommes-nous naïfs? Ou devons-nous toujours continuer à nous comporter comme des moutons devant nos agresseurs? Non. Des fois, le bélier se lève et donne un coup de tête. C'est ce que nous devons faire. Avant même peut-être de se faire assassiner. Je ne pense Mais pas. Mais il donne quand même un coup. Alors, comment comprendre, cher Wali, cette attitude? Je ne sais pas parler. Il a des remous belliqueux. Il est pas tendre vis-à-vis du Congo, ses fils de Museveni, moins encore sur les voisins rwandais, moins encore aujourd'hui sur l'actuel nouveau président du Kenya, Uhuru Kenyatta. Dans ces cas, que reste-t-il encore de cette intervention militaire, l'EAC? Quelqu'un qui vous dit il faut ne fût-ce que 10 jours ou 2 semaines pour envahir le Kenya, et c'est une affaire de quelques jours et de quelques heures. Bon, peut-être qu'il a relu l'histoire de son pays qui, en son temps, avait déjà battu le Kenya. Ça, c'est de l'histoire, mais au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si l'armée ougandaise est encore capable de battre l'armée kenyane qui s'est renforcée et qui s'est remobilisée, même perfectionnée depuis qu'elle s'est engagée dans la guerre contre le Shebab du côté de l'Éthiopie. Du moins, l'armée kenyane, c'est une armée respectueuse qui sait ce qu'elle fait. On n'a pas, comme c'était le cas chez nous ici, brassage, mixage, prendre les chasseurs qui ont pris les armes ou qui chassaient dans la bourse, qui deviennent des généraux ou des colonels. Le vrai problème, c'est le sérieux. Nous n'inspirons pas le sérieux, nous ne sommes pas sérieux, c'est pourquoi nous n'inspirons pas le respect. Le jour où nous serons sérieux, nous allons inspirer le respect. Or, on n'est pas encore à cette étape-là, c'est pourquoi l'office de Museveni ou le général ougandais il nargue tout le monde de nous narguer comme ça sans que l'on dise un mot, même pas au niveau des affaires étrangères, rappeler pour consultation ou appeler l'ambassadeur de l'Ouganda à Kinshasa et lui dire que lui exprimer notre désapprobation du comportement incontrôlé de ce général qui à la limite se croit pour l'héritier du trône. On en est où avec la force de l'EAC qui, selon Félix, devrait passer par l'Ouganda, Bunagana? Et bon, elle est là, ça fait 1 semaine, 3 semaines, il n'y a pas d'assaut. Cette force, c'est un monstre à plusieurs têtes. On ne sait pas comment ça va se passer sur terrain, comment vont se faire les opérations aussi bien contre le M23 que les autres groupes armés. Mais au regard de ce qui se passe, à moins qu'il y ait changement, j'ai doute de l'efficacité de ces forces, de ce monstre à plusieurs têtes contre ces groupes que la MONUSCO a traités de professionnels, d'outillés, des mieux équipés et de disciplinés. Très bien Walter, pour cette mot d'introduction. En fait Walter, vous avez Pascal Ongier, lui qui n'est plus à présenter dans cette magazine. Bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Hein. Merci, je salue en même temps mon frère Walter. Souvent on se retrouve ensemble parce que je pense. Vous êtes de la première promotion, communication Idikim. Oui. Lui, il est peut-être de la 4e. 5e promotion. Voilà, je maîtrise un peu vos différentes promotions à l'IFACIC. Très bien, ça c'est une bonne chose. Moi, je suis de la 32e promotion de l'IFACIC. Oui, nous avons baptisé ce département
dans la faculté des lettres, Oui. où il y avait plusieurs d'autres départements qui n'avaient pas assez d'étudiants à l'époque. Lorsque nous sommes venus, il a fallu maintenant revivre la faculté, et nous étions tellement nombreux que ça créait une bonne ambiance, et on s'est égalé avec d'autres facultés, parce qu'à un certain moment, on semblait parler de la faculté des lettres comme une faculté morte. C'était la jeune, on pensait que c'était la jeune. La jungle? Oui. Non, c'est pas la jungle. Vous étiez un peu mixé, parce qu'il y a les bâtiments du droit à côté, là. Oui, le bâtiment des droits, le même bâtiment. Oui. Nous partagions d'ailleurs les locaux, on est ensemble, d'ailleurs même certains concepts de droit, nous savons les maîtriser parce qu'on a été longtemps ensemble. Donc, c'est une façon juste de vous dire que nous étions cette promotion qui a apporté, n'est-ce pas, un soulagement à la faculté qui était en voie pratiquement de mourir. Je rappelle que vous êtes mes beaux-frères, parce que mon épouse aussi. Oui, mais elle aussi a suivi. Elle a fini à l'INIKIN chez vous aussi. Voilà. Et elle est de l'avant-dernière promotion à la faculté des lettres. Voilà. Allons dans les vifs. C'est toujours bien de faire des digressions comme ça. Hein. Dans les vifs, on en est où avec Maindombe? Oui, vous avez suivi les graves déclarations d'Eri Tabola? Bon, elle est venue après parce qu'elle a participé aux travaux, parce qu'il s'est agi d'une rencontre qui a réuni les chefs traditionnels d'abord des Kwamout, les chefs traditionnels des Kwango, et finalement avec les autorités politiques des Maindombe et les autorités politiques des Kwango, les gouverneurs et ainsi de suite, même des Kouil aussi. Il fallait échanger, réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut, comment mettre un terme à cette crise. Il faut en tout cas informer maintenant l'opinion qu'il y a un peu de la calmie. Je dis bien un peu, je ne dis pas que la situation est calme, mais je dis un peu de la calmie. Il y a une évolution à féliciter au jour d'aujourd'hui. Il a fallu maintenant échanger avec les vrais chefs traditionnels de ces deux communautés pour que, à leur niveau, ils lancent les messages à ceux-là qui se sont retranchés dans des forêts, de façon qu'ils sortent, et ensemble, on pourra organiser maintenant un cadre d'échange en termes de dialogue intercommunautaire pour trouver solution. C'est ce qui a été fait. Les messages ont été lancés et par les chefs traditionnels Teki et par les chefs traditionnels Yaka. Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a conduit ces travaux, a également donné un message comme pour dire la paix est ce qui est plus important pour le pays à ce stade. Sur place là, il y a les militaires et les policiers qui font le travail. Ici, si on appelle au calme, on ne voudrait pas dire qu'on va pardonner tous ceux qui ont commis des crimes. Vous avez commis des crimes, l'État est là, fera son travail, mais au moins on veut ici réconcilier les deux communautés. Deuxième aspect, Serge Kabou. Dernier aspect, pas deuxième. Sinon vous risquez de demander un troisième. Dernier aspect. Mais j'avais 4. Ah non, limitez-vous à 2, excusez-moi, on n'a pas. Le deuxième ici, c'est sur la réforme de la police, c'est très important. Ah oui. Ici, ensemble avec l'Union européenne, vous savez, depuis longtemps, notre pays n'a pas d'école de la police. Vous allez au Grand Équateur. Aujourd'hui, avec autant de provinces aujourd'hui, il n'y a pas une école de la police. Vous allez au Grand Kasaï, je crois, il y a une école de la police. Et dans plusieurs provinces, il n'y a pas d'école de la police. Alors que la Constitution a bien voulu que chaque province ait au moins une école de la police. Maintenant, 16 au total ont été prévus. Je voudrais, s'il vous plaît, oui, s'il vous plaît. Je crois qu'on va reprendre dans les minutes qui suivent. Hein. Dans quelques minutes, on revient. Il est temps pour nous d'échanger un peu certaines dispositions. Merci à vous. Sur cette même lancée, on parlait tout à l'heure avec des invités, vous l'avez suivi même en première partie de cette émission, de cette réforme de la police. On parlait du banditisme urbain et les messages qui ont été passés dans différents plateaux de télévision. Apparemment, Pascal, le gouvernement a saisi la balle au bon. Oui, effectivement, ici c'est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Daniel Asselokito Akoy, et ensemble, avec le comité de pilotage, et ils ont estimé qu'il faut maintenant activer la réforme. Le dossier de réforme, très précisément dans la formation de la police, et à travers la construction des écoles dans toutes les provinces. Ici, on a ciblé d'abord 3 provinces. Nous avons la province d'Ituri, la province de Kasaï et la province de l'Équateur. Équateur précisément à Mbandaka, et Kasaï précisément à Chikapa et à Ituri. Et voilà,
on va construire des écoles uniquement pour la formation de la police. Mais ici à Kinshasa aussi, il y a l'académie de Kimpoko de la police. Et là, parce qu'on a construit avec l'Union européenne... C'est pas un abandon? Non, c'est pas un abandon. Bon, il y a un certain moment parce que le financement a posé problème. Aujourd'hui, on a réactivé et les travaux ont recommencé. À Kimpoko, c'est précisément à Maluku. Là, on va former les officiers. Mais quand vous arrivez, quand vous regardez l'imposition des bâtiments, je pense si on met un peu de sérieux, de là, on peut avoir des gens ou des policiers plus sérieux que ce que nous avons à un certain moment où on ramassait des gens parce qu'il s'est tiré les billes, il fait faire ceci et puis on les prend, on l'habille, il devient policier, il commet des bavures comme nous connaissons souvent. Et donc ici, je pense, à travers ces écoles, on aurait un bon encadrement de la police. Très bien. Je voulais revenir sur la question du fils de Yoweri Museveni. Je ne pense pas que c'est sa faute. De mon point de vue, la faute, c'est surtout à nous, la République démocratique du Congo. Ce que nous devons faire à notre niveau, c'est nous organiser. Wally l'a dit. Hein. Oui, nous organiser, il n'y a pas autre chose que ça. Que ce soit l'Ouganda, que ce soit le Rwanda, il y rêve d'avoir une partie de la République démocratique du Congo. Il rêve toujours. Et de mon point de vue, dans la logique du capitalisme, il ne faut pas les en vouloir. Même s'il y a des textes internationaux, ainsi de suite, chaque État devrait maintenant s'organiser militairement. Aujourd'hui, nous avons vu, on a retouché l'organisation de l'appareil militaire, c'est une bonne chose, mais il faut encore aller plus loin. Donc, la prise en charge normale des militaires, en termes de paiement, en termes de l'assurance, famille, ainsi de suite, pour qu'une fois, lorsqu'ils sont au front, en face d'eux, ils ont également des militaires qui sont pris en charge par leur pays, au moins qui se sentent dans l'orgueil de dire nous sommes mieux pris en charge par notre pays que les autres. Et à ce moment-là, ils peuvent bien combattre. Deuxième élément, c'est on revient sur la problématique des armes. L'effort de la République démocratique du Congo aujourd'hui, et surtout l'effort diplomatique, est de tout faire pour qu'on lève l'embargo, même si on a dit à la fin de l'année, on lève l'embargo pour que rapidement nous soyons en mesure d'avoir les armes. Le jour où nous aurons les armes, que ce soit l'Ouganda, que ce soit le Rwanda, vous allez voir qu'ils vont changer leur comportement. À ce jour, ils savent que nous sommes dans ces conditions-là. Voilà pourquoi ils osent dire n'importe quoi. Nous n'allons pas l'en vouloir, c'est son droit. Mais qu'ils mettent en tête que le Congo, il s'agit du Congo, ce n'est pas un autre pays. Ah ben dites-vous qu'il y a quelque chose qui s'est fait, même si on ne sait pas les dire sur ce plateau de kiosque. Ça relève, comme on dit, du domaine sécuritaire. Pascal, en tout cas, on va parler de ces tournées de Vital Kamerhe qui fait parler d'elle. Il dit très bien, on réservait la primaire de l'information au chef de l'État. Et je crois que ça n'a rien à voir avec les activités de son parti, même si vous avez compris que c'était un réarmement moral pour ses militants et ses partisans. Mais au-delà de ça, il a fait la tournée baptisée Amani, c'était pour la paix. Et pour lui, la paix passe par un dialogue finalement franc entre les trois capitales. Mais c'est ça peut-être la primaire aussi. On le sait désormais. Oui, lui-même avait dit que sa tournée n'avait pas un caractère politique. C'était pour la recherche de la paix. Bon point de vue, j'imagine, je n'ai pas été, lorsqu'il discutait peut-être avec le chef de l'État, que s'il s'est déplacé, il a eu également l'aval du chef de l'État. Très bien. Et s'il a eu l'aval du chef de l'État, et c'est normal après la tournée, qu'il y rende compte au chef de l'État. Mais simplement, il y a certaines postures qu'on ne sait pas encourager. Il y a certains propos qu'on ne peut pas encourager. Et surtout pas les proches de Vital qui, tout le monde sait que si aujourd'hui ce pouvoir est là, c'est aussi l'apport de Vital Kamerhe. Alors maintenant, à chaque fois vouloir prendre la position de critiquer, et sinon de s'opposer au même régime que vous appartenez, que vous aviez fait, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais que souvent, si Serge aujourd'hui a le pouvoir, la première personne qui va l'influencer en erreur, c'est sa famille biologique. Ça, c'est l'évidence, surtout en Afrique. C'est un fait. Alors maintenant, je sais que parfois, il est mal influencé par son entourage. Mais en politique, il y a tout un comportement qu'on forge. Ça peut être un contre-courant, mais lorsque les intérêts sont bien devant, l'acteur
se bat pour l'atteinte de ses objectifs, ça veut dire avoir ses intérêts. Et donc, ici, je vois que ce n'est pas toujours bon. C'est là où j'appuie maintenant le point de vue du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Vous ne pouvez pas, ne fût-ce que par bon sens, vous êtes dans la structure et vous êtes les premiers à saper. Les actions de la C'est une contradiction. Je m'oppose toujours à vous, Serge Kabongo. Parce qu'à chaque fois, lorsque les gens viennent ici, nous faisons le débat, on n'accepte pas qu'on ait la morale en politique. J'ai toujours dit, pour avoir fait ne fût-ce qu'un peu la philosophie, la morale n'est que ce vouloir, n'est-ce pas, du bien. Il n'y a pas autre chose que ça. Mais si en politique, vous n'êtes pas à la quête du bien, mais vous n'allez pas servir, et vous ne serez pas meilleur. Il faut intégrer la morale. Lorsque vous avez la morale, je parlais ici du bon sens, votre agir doit être différent. Parce que, dans le cas d'espèces, que ce soit par exemple, si tous ceux de Moïse ont exagéré avec des propos un peu non motivés ou mal motivés, vous êtes dans le système et vous êtes les premiers à critiquer le système. Mais la morale et le bon sens, ça voudrait quoi? Vous quittez et vous serez libre de bien critiquer. Mais quand elles ne quittent pas, pourquoi on ne les chasse pas? Non, mais c'est là où je dis, Bolengetenge, je ne sais pas, comment vous devez vous accrocher au pouvoir pour avoir l'argent simplement et détruire le même régime. Non, l'union sacrée n'est pas que de l'UDPS. Hein. Non, l'union sacrée n'est pas que de l'UDPS. Personne ne peut revendiquer l'union sacrée comme son bien. Non, non. Non, non, Serge. Bemba a porté du sien, Katumbi a porté du sien comme l'UDPS. Je parle de la morale. Oui. Le pouvoir a été obtenu par Félix Tshisekedi, avec son parti, l'UDPS, et de l'autre côté, l'UNC. La réalité, la reconnaissance, c'est que c'est ces deux-là qui ont fait que Félix Tshisekedi soit aujourd'hui président de la République. Les autres sont venus parce que vous savez, les appétits du pouvoir. Même lorsque vous ne partagez pas les idéaux avec la personne, mais vous vous agglutinez facilement parce que vous voulez avoir le poste. C'est comme ça que les autres sont partis. La morale, le bon sens voudrait que ceux qui sont venus après que les autres aient obtenu le pouvoir aient un comportement réservé. Entre autres ici, ceux des Katumbi. Voyez-vous? Parce que ce sont eux, aujourd'hui, qui montent trop au créneau. Ils n'ont pas fourni l'effort pour que le pouvoir là soit obtenu. Non, pour avoir la majorité, là, non, la majorité est venue après. Non, vous avez besoin d'eux. La majorité, oui, effectivement. Quand il fallait quitter Kabila, vous avez besoin d'eux. La majorité est venue, n'est-ce pas, après qu'on ait obtenu le pouvoir. On a eu besoin d'eux, ça c'est évident. Parce que nous devons faire avancer les choses au pays. Parce qu'on a eu besoin de vous, vous venez, mais soyez ensemble avec les autres pour avancer les choses. Je vais vous dire une chose. Le gouvernement est composé, il y a le Premier ministre avec les autres ministres. Chaque ministre a son secteur. La réussite signifie l'addition de tous les secteurs. C'est une action collective. La réussite. Voilà. Si un secteur ne fonctionne pas bien, le gouvernement ne va pas bien fonctionner. On appelle cette méthode structuro-fonctionnaliste. Dans un système, il y a des sous-systèmes. Oui. Si un sous-système ne fonctionne plus bien, le système ne va pas bien fonctionner. Merci parce que... Et voilà pourquoi, vous qui êtes des sous-systèmes dans ce système-là, lorsque le système ne fonctionne pas bien, vous devez reconnaître que vous avez participé au non-fonctionnement meilleur du système, du fait que vous aussi vous n'avez pas bien fonctionné. Et vous n'allez pas vous dédouaner pour dire nous ne sommes pas concernés. Alors voilà pourquoi je dis le bon sens et la morale voudraient que vous les sous-systèmes qui devraient permettre le bon fonctionnement du système et que vous constatez que le système ne fonctionne pas, mais quittez le système, facilitez que les autres sous-systèmes viennent, peut-être que ces sous-systèmes-là qui vont permettre le bon fonctionnement du système. Voilà pourquoi je l'ai senti immoral dans son propos. Je dis bien immoral et politiquement, et manque du bon sens et avare pour avoir le pouvoir pour pouvoir en termes d'argent, et alors que il aurait dû simplement instruire les membres de son parti politique de quitter maintenant le système. La tournée des Vital commence à créer des fissures au sein de l'Union sacrée. J'ai suivi quand même les confrères qui ont été à la suite de la délégation des Vital. Yves Bouya a plus de 15 ans de métier, Edmond Izouba plus de 15 ans de profession. Ils vous disent que la base des Vital ne veut plus de cette alliance
entre Vital et le président de la République. Alors Vital lui-même vous dit je réserve la primaire de l'information au président. Alors, quelle est la primaire? La primaire sur les retours de la paix ou la primaire de l'information? L'information, c'est ce que la base ne veut plus de la reconduction de cette alliance. Mais au-delà de ça, vous avez aussi ce que Pascal a soulevé tout à l'heure. Les cartoumistes, vous avez vu un peu ces jeux de ping-pong entre Kabouya et, comment il s'appelle, Bolengetenge, au niveau des Indiens, l'union sacrée, je ne vais pas dire au bord de l'implosion, non. Je reviendrai avant de répondre à la question sur le mot que mon aîné Pascal a, sur lequel mon aîné Pascal est revenu, la morale. Politique, ou du grec polis, c'est l'art de gérer la cité. On ne peut pas gérer la cité dans l'immoralité. Et quand vous voulez faire de la politique, il y a certaines exigences, entre autres la discipline. Sans discipline, parce que le parti politique ou un regroupement politique, c'est comme une armée. Sans la discipline, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Et on remarque déjà qu'au sein de l'union sacrée, il n'y a pas de discipline. Ce qui signifie que ce regroupement politique... C'est un panier à crabe. C'est un panier à crabe, n'a pas longue vie ou ne fera pas long feu. Il y aura absolument un crash d'ici 2023 si les uns et les autres ne rectifient pas le tir. Revenant sur votre question, on a observé cette tournée de Vital Kamerhe à travers la partie orientale de la République démocratique du Congo. Oui, j'ai tiré 2 leçons. On peut changer rapidement les micros. La première leçon que j'ai tirée est que la base de Vital Kamerhe n'a jusqu'à ce jour pas encore digéré le fait que Vital Kamerhe ait fait la prison. Vous pouvez appuyer sur le bouton rapidement. Allez-y. Ok, allez-y. Allez-y. Vous appuyez et puis... Ok, allez-y. Alors, quelques leçons. Quelques leçons à tirer de cette tournée. La première est que la base de Vital Kamerhe n'a jamais digéré le fait que Vital Kamerhe ait eu des ennuis avec la justice, qu'il ait fait la prison et qu'il ait même perdu son poste de directeur de cabinet. La base impute ça au président de la République. Au président et à sa famille politique. Et à sa famille politique. Rappelez-vous quand le jour où Vital Kamerhe est invité au parquet, moi j'étais au parquet ce jour-là, on a vu, ça c'est une évidence, les militants de l'UDPS qui chantaient contre Vital Kamerhe. Et cette saga s'est poursuivie pendant tout le procès jusqu'à ce que le président de la République dise depuis la ville de Goma que Kamerhe était un homme sérieux, qu'il jouerait encore un rôle important dans le pays, que toutes les critiques s'étaient à la limite estompées. Mais au sein de l'UNC, on n'a jamais avalé cette pilule. En privé, quand vous parlez avec les uns et les autres, ils vous disent clairement que ce pouvoir est de nous. Ce n'est pas une affaire propre à l'UDPS. Oui. C'est le 50-50. Oui. Nous avons mis nos énergies et l'UDPS a aussi mis les énergies. D'ailleurs, ils reprochent aux autres qui sont venus comme des profiteurs. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors que nous battions campagne pour la victoire de Félix Tshisekedi, eux battaient campagne pour soit Fayoulou ou Chadari. Mais maintenant, ils deviennent plus tshisekedistes. Entre autres, là, ils taclent Bahati, Bemba, pas vraiment Bemba, mais Mbosso et puis Ngobila. Pour que l'ordre revienne, on attend que Vital Kamerhe, il va se départir entre ce que sa base lui a exigé ou il va appliquer ce qu'il a comme vision. Parce que le rôle d'un leader politique, c'est aussi de canaliser les desiderata de la population. La population ne peut pas te pousser à tout. Non, tu ne peux pas, en quelque sorte, obéir ou céder à tout ce que veut la base. Toi, comme leader, tu vois, tu canalises et tu donnes une nouvelle orientation si ça vaut la peine. Je suppose qu'il est suffisamment grand et assez rodé, ça tout le monde le reconnaît. Il fera en sorte qu'il n'y ait pas clash entre lui et Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que il y aura un grand désordre politique qui risque de nécessiter l'avènement d'un autre dialogue. On a déjà le cas ensemble qui est en train de bousculer. Vous avez suivi comme moi Kamita, tous et ses déclarations. Vous avez suivi la réplique de Augustin Kabouya. Mais sur les réseaux sociaux interposés, il y a encore une autre guerre entre pro-Tshisekedi et pro-Kamerhe qui n'a pas encore atterri aux médias. Que les gens ne soient pas hypocrites.
j'invite nos acteurs politiques à un peu de sincérité et de sérieux quand ils prennent les engagements. Attendez, Parce que le pays connaît un problème. On a un territoire qui est occupé aujourd'hui, ça fait plus de 3 mois. Vous avez un foyer de tension dans les Maïndombe. Mais regardez l'agir de nos politiques. Oui. mais on est à la veille des élections. Il y a un problème de repositionnement. J'ai suivi le Pas tweet d'ailleurs. du ministre d'État Christian Mondo, pour ne pas le citer. Christian Mondo a tweeté hier pour dire il n'y a pas moyen de faire un dépassement de soi, mettre de côté nos égos et nous concentrer pour résoudre définitivement la crise à l'est du pays, qui est de faire la guerre de nos positionnements aujourd'hui. Malheureusement, le vrai problème ou la grande difficulté de nos acteurs politiques, c'est l'ego. Le goût du gain facile et ce gain ou cet intérêt personnel au dépens ou au détriment même de l'intérêt général. C'est ça le vrai problème ou la plus grande difficulté. Ils ne sont là que pour des petits intérêts mesquins. Nous sommes en guerre, ou notre pays, nous subissons une guerre du M23, du Rwanda par le M23. Il revient à nous Congolais, aux différents acteurs, leaders d'opinion, de se souder les coudes, de voir comment faire pour venir à bout de cette guerre. Parce que même si aujourd'hui Fayoulou, Katumbi, Kamere ou Bemba devenaient président avec cette situation de guerre, il ne va pas bien gérer le pays. C'est mieux d'hériter un pays en paix, un pays économiquement assis, que d'hériter un pays en guerre. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Raison pour laquelle j'en interpelle les uns et les autres de faire en sorte que l'intérêt général soit prime sur leur calcul politique de chercher à accéder au pouvoir. Parce que s'ils veulent accéder au pouvoir au détriment de l'intérêt général, je crois qu'ils ne feront pas long feu. Très bien, Pascal, vous souhaitez la parole. Oui, mais j'ai l'impression que le problème, c'est qu'en même temps, la manière dont nous pratiquons la démocratie pose problème chez nous. Nous l'avons copiée aveuglément, et évidemment, ce n'est pas une donne qui nous est africaine, au fait, c'est une donne qui nous a été importée. Mais je propose, ça c'est mon point de vue, par rapport aux élections, parce que tout s'agite aujourd'hui, parce qu'on s'approche des élections. Regardez Serge, pas longtemps qu'on avait ce débat entre Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou. Et bientôt là, le débat veut revenir. Et quand vous regardez bien sûr les 5 ans, et on a une année d'après-élection qu'on ne sait pas travailler, une année d'avant-élection qu'on ne sait pas aussi travailler, qu'on s'engage aux élections. Donc sur les 5 ans, on a à peine 3 ans et celui qui a été élu travaille. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer par exemple... Pour le cas Félix Péné, encore les 2 ans de gâchis voilà. avec... Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir? Parce que nous savons que finalement et souvent, celui qui est au pouvoir bénéficie toujours d'un 2e mandat. Souvent, même s'il y a des exceptions. Est-ce qu'on ne peut pas dire au lieu de 5 ans, le mandat c'est 10 ans, pas de renouvellement. Ce qui ferait que, sur les 10 ans là, la personne aura au moins 8 ans de travail, parce qu'il y aura 1 an, préparation des élections après les élections, et 1 an d'apprentissage après élection. Voyez-vous? Et ça permet, finalement, d'éviter de tels débats. Oh, laissez les gens 10 ans bouffer seul comme ça. Non, non. Serge, ça c'est mon point de vue. Bon, vous allez voir. Vous êtes intellectuel, vous réfléchissez. Et d'ailleurs, voilà. Si je parlais de 5 ans, figurez-vous que Félix soit réélu. Mais sûrement qu'il sera réélu. Oui. Vous verrez que on aura, sur les 10 ans qu'il aura été chef de l'État, on perdra au moins... ans. Non, pas 3 ans. On perdra 4 ans. On perdra 4 ans inutilement dans des débats pareils. Et il aura à travailler que pendant 6 ans. Et c'est comme ça que je dis, si on prend mon idée là, on peut sauver beaucoup de choses. Bien entendu, il faut revoir la condition, il faut toucher à la condition, il faut avoir plusieurs Pascal pour que cette idée passe. Et voilà pourquoi je dis, parce qu'on est revenu avec Walter sur la même chose ici. Mais aux États-Unis, on fait que 4 ans. Non, là-bas, on perd combien d'années pour... je parlais maintenant, je parlais de la donne importée. Parce Okay. que nous apprenons beaucoup de choses. Nous apprenons tout. Et tout en apprenant, nous voulons être comme les États-Unis. Non, nous ça voulons peut être pas. comme la France. Ça peut pas. C'est un problème. Ça peut pas. Et voilà pourquoi ici, la classe politique, notre classe politique pose problème. Serge, si vous voulez comprendre le comportement de ces acteurs politiques, échanger avec eux, vous allez vous rendre compte qu'ils sont tellement, j'emprunte le mot, immoraux et
peu sérieux dans tout ce qu'ils font. Même si les intérêts, donc, et voilà, une fois de plus, ils définissent mal les intérêts politiques. Pour eux, les intérêts, c'est s'auto-suffire, se retrouver, gagner les postes. Peu importe. Et ils pensent que le problème du Congo est terminé. Et c'est là où les choses ne marchent pas. Le jour où on va inverser les choses, mettre en place le sens de la moralité, avoir des gens qui vont bien définir le sens de l'intérêt en politique, vous verrez que nous aurons des acteurs politiques. On va se séparer. Je vais vous donner 2 minutes à chacun pour analyser rapidement la fin du travaux, rideau, sur les travaux de Pré-COP 27. Walter, vous terminez. Washington insiste un peu sur les désinvestissements de certaines zones pétrolières et gazières. Kinshasa du Net. Vous avez suivi la réplique du président de la République? Non, j'ai suivi la réplique. Moi, je crois que nous ne pouvons pas être traités à tout moment comme des petits-enfants. Tout le monde sait que les États-Unis exploitent aujourd'hui les gaz de schiste. L'Allemagne fait recours au charbon. Au charbon. Une forte pollution pour l'exploitation du gaz de schiste. D'ailleurs, en Europe, c'est interdit même de faire des recherches. On ne délivre même pas des permis. La Tanzanie aussi. Hein. Et pourquoi nous empêcher, nous, Congolais, d'exploiter de l'or, le pétrole ou, qu'est-ce que j'ai dit encore là, le gaz? Non. On ne doit pas nous empêcher, à moins qu'il y ait quelque chose de contrepartie. Parce que si nous n'avons pas de contrepartie, nous ne pouvons pas retenir toutes ces ressources et continuer de mourir de la malaria parce qu'on manque de quoi s'acheter de l'aspirine. Revenons sur, je n'avais pas soulevé un point, le plan de sortie de crise de Vital Kamerhe. Oui. Personnellement, moi, je n'y crois pas parce que cette expérience a déjà été tentée. Dialogue franc, non, il insiste sur le dialogue franc. Il n'y a pas question des dialogues francs. On a même des accords commerciaux avec le Rwanda. Les gens sont de mauvaise foi. Est-ce qu'ils nous ont laissés en paix? On a des accords avec l'Ouganda. La route commerciale là, pour qu'on exporte les produits via l'Ouganda. Est-ce qu'ils nous ont laissés en paix? Je ne crois pas. Et on dit que le M23 dépose les armes. Pour qu'ils aillent où? On ne dit pas. Il y a des mandats d'arrêt internationaux contre eux. Notre sérieux revient aussi à réactiver ce mandat-là. De l'autre côté, nous devons nous réorganiser à l'interne pour inspirer la peur afin que tous ceux qui osent avec ces aventures militaires réfléchissent par 2 fois avant de manipuler certains compatriotes pour entreprendre des entreprises de guerre. Sinon, nous serons là. Donc la recette Kamerhe ne passe pas à votre avis? Ça ne passe pas. C'est une vieille recette. C'est une vieille recette, on a déjà tenté. Aussi longtemps que nous serons faibles, tout le temps on sera tendu vers l'extérieur, appelant les gens à venir nous secourir. Mais les jours que vous allez occuper... J'ai toujours dit, Sassou en a fini avec les ninjas. Eduardo dos Santos ou l'Angola en avait fini avec l'UNITA. Kagame en a fini avec les FDLR et tous les autres. Même l'Ouganda, ELERA, ADEF, c'est chez nous. Nous sommes le seul État qui, jusqu'à ce jour, continue d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, au lieu où de nous organiser à l'interne. Nous sommes environ 80 millions. Est-ce qu'on manque l'intelligence pour nous organiser? Je ne pense pas. C'est question de sérieux et de moralité politique pour que nous puissions faire avancer. Revenons à la Pré-COP. On ne dit pas qu'il n'y a pas eu de moisson ou la moisson n'a pas été abondante, mais bientôt on ira aux assises d'Égypte. Mais il faut faire d'abord le point de ces engagements qui ont été pris en Écosse, à Davos. Il faut faire l'état des lieux. Nous étions ici avec, il y a quelques semaines passées avec l'expert du ministère de l'Environnement. Oui. On avait posé ce problème-là. Contrepartie, qu'avons-nous déjà gagné depuis le sommet de Paris jusqu'à ce jour? 5-10 ans après, qu'est-ce que la RDC gagne? C'est sur base de ça que nous pouvons nous relancer pour le futur. On ne doit pas tout le temps multiplier des sommets, des accords que nombreux vont garder dans les tiroirs, mais en contrepartie, nous n'avons rien. L'Afrique du Sud a gagné des milliards dernièrement. Nous avons eu que quelques millions, mais les gens sont rentrés ici bombant le torse que tout allait bien. Non. Je crois que le sérieux revient à faire l'état des lieux. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce que nous devons réellement gagner? Et avoir les arguments pour les réclamer. Parce que vous pouvez avoir... il faut des arguments diplomatiques forts. Des arguments diplomatiques qui convainquent les différents partenaires. Oui. Parce que quand on dit forêt tropicale ou équatoriale,
c'est la République démocratique du Congo, c'est environ 80%. Oui. Mais on a tout le temps tendance à greffer le Gabon, le Congo-Brazzaville, le Cameroun. Non. Nous seuls, nous avons environ 80 à 85% de cet espace forestier. Raison pour laquelle nous devons avoir, notre façon de réfléchir en interne, avoir des arguments qui nous permettent de mieux nous vendre à l'extérieur et gagner ce qu'il nous faut que tout le temps multiplier des sommets sans vrai résultat. Rappelez-vous, il y avait Yangambi. Après Yangambi, qu'est-ce qu'il y a eu? Nous sommes en train d'attendre, mais ne multiplions pas de sommets sans résultat attendu par notre population. J'ai vu le secrétaire d'État américain faire la ronde ici. Je crois qu'il avait insisté sur la question du climat. Aujourd'hui, l'envoyé spécial de Biden qui était ici a insisté dès que c'est que je crains fort que Washington puisse imposer son veto sur cet appel d'offres. Ça ne peut pas encore être un sujet qui va nous ramener la guerre. Je ne pense pas qu'il y a question de veto là-bas. Ce que les États-Unis pourraient faire avec leur pression financière, c'est de sanctionner toutes les entreprises qui tenteront peut-être d'acheter ces blocs pétroliers. Mais en réalité, au niveau des Nations Unies, il n'y a aucun droit, aucun principe qui ne leur donne un droit de veto contre les activités commerciales ou minières ou pétrolières en République démocratique du Congo ou partout ailleurs à travers le monde. Parce que eux-mêmes sont les premiers pollueurs avec le gaz de schiste. Et puis l'industrie américaine qui est très avancée, c'est d'ailleurs les États-Unis et puis la Chine qui... En fait, on vous demande de garder vos zones pour faire fonctionner leurs entreprises. Nous ne pouvons garder que si en contrepartie, nous avons à la limite l'équivalence de ce que nous aurions obtenu en vendant ou en exploitant le pétrole ou les gaz en République démocratique du Congo. C'est ma façon de réfléchir. Je crois que c'est la façon de réfléchir du ministère de l'Environnement et différents experts qui sont dans ce dossier. Et quand d'ailleurs le président de la République a réservé une fin de non-recevoir, c'est pour dire que nous avons beaucoup de besoins. Nous sommes un pays chantier. Nous avons besoin de beaucoup de ressources financières et ces ressources financières-là, il faut les chercher. On va les chercher comment? Nous avons des richesses. Il y a des gens qui ont de l'argent et les capacités d'exploiter. On vient, on signe les accords, on dites aux Américains par exemple, nous exploitons. Donnez-nous les armes, équipez notre armée pour lutter contre les M23. Donnez-nous les renseignements militaires américains. Comme ça, nous allons garder les fils une zone de tourbière. Je parle comme un Congolais lambda. Les Américains, eux, veulent leur hégémonie, ne veulent pas que toute autre puissance puisse atteindre même leurs pieds. C'est ça leur lutte. Et d'ailleurs, voyez comment ils mènent la guerre à la Russie et à la Chine pour que deux pays ne puissent pas avancer. On sent une volonté commune, unanime, en vue de renforcer un peu... ce qu'on appelle la coopération, cette volonté commune entre la République démocratique du Congo, j'ai vu aussi un peu le Brésil, mais aussi l'Indonésie. Seul faire cavalier solitaire, ça ne marcherait peut-être pas. Il faut être aux côtés du grand, qui ont déjà mené ces combats bien avant, comme le Brésil, comme l'Indonésie, pour peut-être apprendre aussi de leurs expériences. Il faut un lobbying, il faut un cadre, il faut un accompagnement essentiel pour que vos objectifs soient atteints. Mais simplement, déjà, le départ donne de bons signaux, surtout avec la réaction du chef de l'État. Mais ici, je vais comprendre, je vais politiser la réaction. Pourquoi? Parce que, pas très longtemps ici, j'évoquais la question des armements, vous nous mettez l'embargo. Et nous sommes à genoux militairement. Vous voulez aussi nous agenouiller économiquement, même lorsque nous tentons, en tout cas, élever la tête. Et donc, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan militaire, vous voulez nous agenouiller. Mais nous allons sortir comment? Et alors que, dans la philosophie de Karl Marx, c'est la superstructure qui définit l'infrastructure. La superstructure, dans le cas d'espèce, c'est l'État dans son économie, l'État dans sa force militaire. C'est à partir de là que le reste du pays peut bien évoluer. Mais comment vous voulez que nous sommes un État? Vous ne voulez pas que sur le plan économique, nous puissions avoir l'émergence. Sur le plan militaire, nous puissions avoir l'émergence. Toujours vous les Américains et toujours vous les Occidentaux, vous voulez nous faire agenouiller. Non. La finalité, c'est quoi? La source qui coule. Quand vous irriguez, vous ne voulez pas que l'eau passe. L'eau finira par trouver d'autres canaux pour passer. Lorsque vous nous mettez dans ces conditions, toujours, nous finirons par chercher d'autres alliances. Et peut-être c'est des alliances pour vous qui seront considérées comme des alliances contre nature, mais pour nous, ce seront des alliances de sauvetage. Voyez-vous,
Parce que lorsque nous parlons souvent des partenaires traditionnels, c'est bon, ça passe. Mais quand on se pose la question, nos relations avec ces partenaires traditionnels nous ont apporté quoi substantiellement et en réalité? Nous ont mis dans cet état de pauvreté, de dépendance, où eux marchent toujours sur nous. On nous impose un système. Je reviens parce que nous importons toujours le capitalisme. Les plus forts marchent sur les plus faibles. Et c'est là où les États-Unis, comme a dit Walter, ne voudra jamais que nous puissions sortir la tête. Si de notre niveau, de notre part, on ne prend pas des initiatives, je ne dis pas de défier, mais au moins de démontrer à la face du monde que nous sommes un État, nous avons aussi notre décision pour notre propre devenir. Si on ne sait pas le faire, ils vont continuer à mettre sur nous. Mais quand le président de la République, en définitive, il dit par exemple que l'exploitation ne pose aucun problème, et il dit même en termes de défiance, il dit qu'on nous amène la contre-expertise. Mais le problème va se poser à quel niveau? C'est nous-mêmes qui apprécions, c'est nous qui avons notre population. C'est cette fois-là qu'ils veulent avoir pitié de la population. Quand on tue la population à l'Est, ils ne sont pas là. Voilà. Quand on tue les gens meurent à l'Est plus que l'échauffement climatique. Lorsqu'on exploite, peut-être qu'il y a une source pourrait être et tout ça. Et c'est là où ils ont pitié de la population. Non. Ceux qui sont mieux placés pour avoir pitié de la population, ceux qui sont mieux placés pour avoir pitié de la population, c'est les Congolais eux-mêmes. Attendez, entre les millions de Congolais qui meurent et le réchauffement climatique, là, donc le réchauffement climatique dont on parle ici, Walter l'a dit, nous, qu'est-ce que nous bénéficions? Merci beaucoup, Pascal. Nous protégeons le monde entier. En contrepartie, qu'est-ce que nous gagnons? Même l'argent dont on parle lorsqu'il y a des COP ainsi de suite. Vous savez, pour avoir cet argent, il y a encore des longues procédures. Non, mais il faut faire des projets. On ne vient pas vous donner l'argent comme ça, Pascal. Pourquoi des projets? Non. Parce que nous, on finance pas le gouvernement, on finance les projets. Excusez, Serge. C'est ça, le langage occidental. Et qui nous met toujours dans ces conditions-là. La forêt est la nôtre. Vous savez, aujourd'hui, pour aller chez vous, à l'équateur, là, battre la forêt, on vous pose même la question, vous avez l'autorisation? Oui. Et parfois, ce n'est pas votre État, c'est ailleurs qu'on vous demande de l'autorisation. Comment voulez-vous, n'est-ce pas? Nous protégeons le monde entier. Nous protégeons le monde entier. Nous sommes dans cet État, vous nous accompagnez pas. Mais au nom de cette protection, Walter a dit, l'Allemagne fait maintenant recours au charbon. Vous parlez de l'Allemagne, moi je vous cite les pays, par exemple ici, la Tanzanie. Mais il n'y a qu'au Congo où on sait vous dire que vous ne pouvez pas parce que. Il est vrai, à l'interne, à une certaine époque, on n'a pas su négocier les choses. Il est vrai qu'en interne, à une certaine époque, l'argent de l'État, c'est les individus qui en bénéficient. Il y a une nouvelle vision. Peut-être qu'il y avait des sorties, les gens en bénéficiaient. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que les choses seront de cette manière. Merci. Mais au moins, ça ne peut pas empêcher à l'État de sonner l'alerte, de montrer à la face du monde que nous devons bénéficier. C'est de là que nous pouvons aujourd'hui nous réserver si vous voulez nous interdire d'exploiter les blocs. Merci Pascal. Parce qu'on aura l'argent, de cet argent, nous pouvons servir notre population. Très bien. Mais si de l'autre côté, on n'a pas l'argent, mais en même temps vous nous interdisez d'exploiter nos blocs, non, là ça ne passe pas. Merci à Walter et à Pascal pour ce numéro, le 4e, l'avant-dernier pour cette semaine. Madame, Monsieur, grand merci à vous parce que vous nous renouvelez votre confiance chaque jour, chaque matin, 9h30, 10h15. Nos sincères excuses pour ces légers désagréments. Vous avez compris l'interruption de près de 4-5 minutes de notre signal. On dit toujours la technique a ses caprices et nous avons des bons et des meilleurs techniciens pour pallier à ces caprices. CCTV et l'ensemble de son équipe dirigeante présente ses condoléances à notre ancien coordonnateur Jean-Marie Makwene qui a perdu son épouse hier. Très cher Jean-Marie, la direction générale, la coordination de CCTV et l'ensemble de son équipe vous seront toujours là pour vous apporter son soutien. Madame, Monsieur, je vous dis grand merci. Le point sur l'actualité sur CCTV, c'est à 3h, heure de Libengé, dans le sud du Bangui. Au revoir.